Dans le cadre de sa programmation 2014-2015, l'Association des proches aidants de la capitale nationale vous présente l'atelier Pour se retrouver face à la maladie mentale, animé par Madame Amandine Sierra de la Boussole. Bonne écoute! Bonjour, merci de m'écouter ce soir. Donc, je suis intervenante à la Boussole, également formatrice et en charge du programme de formation qu'on appelle l'homme qui parlait aux autos, qui vise à outiller face aux problématiques en lien avec la santé mentale. Je vais donc commencer par présenter les services de notre organisme, puis je vais faire un bref survol de la santé mentale et certains troubles de santé mentale que l'on peut rencontrer, ainsi que des manifestations. Je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure de l'atelier. N'hésitez pas donc à m'interrompre pour clarifier des points, me faire répéter ou poser une question plus spécifique. Je m'excuse par avance des risques de bafouillage que vous risquez d'entendre. Nous sommes en fin de journée, donc il se peut que mon débit ou ma voix manque de clarté par moment. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. Donc, la Boussole, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme communautaire qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. Notre but est de venir en aide aux proches, à l'entourage d'une personne qui peut souffrir de troubles de santé mentale ou qui peut avoir des comportements qui font penser à des troubles de santé mentale. Nous n'avons pas besoin de diagnostic. Qu'est-ce qu'on entend par ces troubles de santé mentale? On parle de troubles psychotiques, on parle de troubles anxieux, on parle de troubles de l'humeur, donc dépression, troubles bipolaires. On parle de troubles de personnalité, essentiellement le trouble de personnalité limite en l'occurrence, ou d'autres troubles qui peuvent être donc associés à la santé mentale. On exclut les troubles neurologiques pour lesquels nous n'avons pas de compétences. Nous desservons toute la grande région de Québec, aux besoins même plus larges, mais nous avons des organismes du même groupe fédération qu'on appelle la FAPAM, qui répondent dans d'autres régions de la province. Alors, quand on parle des proches de l'entourage, qui c'est? Les proches, c'est la famille d'abord, des parents, des sœurs, des frères, des enfants également. Ça peut être des amis, ça peut être un colocataire, un voisin. Ça peut être au niveau professionnel des collègues, des gestionnaires. Il peut s'agir d'intervenants du réseau auxquels nous pouvons apporter assistance aux besoins. Il peut s'agir de propriétaires de résidences, d'immeubles. Au fur et à mesure de la présentation de nos services, je vais vous faire suivre l'histoire de Chantal, qui est un personnage fictif. Chantal vit avec un conjoint qui vient de recevoir un diagnostic de trouble bipolaire. Il a des comportements qui peuvent être dérangeants, donc problématiques, depuis quelques années. Chantal désire avoir l'information sur cette maladie mentale, savoir comment agir avec son conjoint. Elle désire également pouvoir parler de ce qu'elle vit avec une intervenante, donc de ventiler ses émotions, partager son vécu. Également avec des gens peut-être qui vivent une situation semblable à la sienne. Chantal est mère de famille, elle a 2 enfants qui ont 8 et 15 ans, qui ne comprennent pas toujours les comportements qui sont adoptés par leur père. Elle va donc pouvoir être dirigée vers plusieurs services de la Boussole qui pourront lui apporter le soutien nécessaire dans la situation qu'elle vit. Et au fur et à mesure que Chantal évolue dans nos services, je vais donc pouvoir vous les présenter. Un des premiers services que nous offrons, qui est ouvert à tous, au grand public, c'est les services de conférences. Ces conférences sont données en moyenne une par mois. On essaye d'en donner au moins 3 par session, c'est-à-dire automne, hiver, printemps. Ce sont des exposés en soirée qui présentent différents sujets en lien avec les maladies mentales. Elles sont présentées par des psychiatres ou par d'autres professionnels, des psychologues, des chercheurs. Donc Chantal peut se présenter aux conférences grand public pour avoir diverses informations sur la situation qu'elle vit avec son conjoint, pour mieux connaître la maladie, les traitements possibles, les nouvelles avenues d'intervention, les recherches qui sont en lien avec la maladie mentale, ou tout autre sujet pertinent à sa situation. Les professionnels qui sont invités peuvent apporter des réponses spécifiques à ces questionnements aux besoins. Ces conférences ont souvent lieu de soir à partir de 19h, soit à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, soit au CHUL, donc au Centre hospitalier universitaire Laval. Chantal, il lui arrive de perdre l'espoir, de se décourager par rapport à la situation qu'elle vit. Par moments, elle a besoin d'entendre
des éléments positifs. Donc, elle peut par exemple assister à un témoignage qui peut être offert par une personne, soit qui est elle-même atteinte d'un trouble de santé mentale et qui est en rétablissement, soit par un proche qui a vécu le cheminement d'une personne atteinte autour d'elle. Donc, soit la personne en rétablissement vient partager avec les proches son vécu, son cheminement, soit la personne qui vient présenter son témoignage à un proche atteint et vient nous en parler. Ça lui permet de faire des liens avec son vécu, pour Chantal, si on revient à ce personnage, puis peut-être d'obtenir des outils qui ont déjà été utilisés, qui ont donc fonctionné, qu'elle pourrait essayer de mettre en œuvre afin de regagner un peu de pouvoir sur sa vie, sur sa situation, et donc voir l'avenir sous un meilleur jour. Chantal peut aussi participer à une capsule d'information. Donc, le conjoint de Chantal étant atteint d'un trouble bipolaire, elle peut participer à une capsule d'information spécifiquement sur le trouble bipolaire. Ces capsules d'information se déroulent en soirée, ce sont des activités de soir, dans nos locaux à la Boussole, à Limoilou. On présente des capsules d'information sur la dépression, sur les troubles anxieux, sur les troubles psychotiques, sur le trouble de personnalité limite, et donc, comme pour Chantal, le trouble bipolaire. Dans ces capsules d'information, on donne essentiellement de l'information donc théorique sur la maladie mentale. On parle des manifestations, des causes de ce trouble spécifiquement, des traitements possibles et des comportements à privilégier. Donc, qu'est-ce que je peux adopter comme attitude pour aider mon proche atteint? Qu'est-ce que je dois éviter pour ne pas alimenter les comportements dérangeants? Je continue avec Chantal. Chantal, on l'a nommée en début d'atelier, elle peut avoir besoin de partager avec d'autres proches qui vivent une situation semblable à la sienne. Chantal peut participer donc à des groupes d'entraide qui sont ouverts ou fermés. Ce qu'on entend par groupe d'entraide ouvert, ce sont des groupes d'entraide, donc des groupes de proches qui se réunissent également en soirée, parfois plus rarement en après-midi, où ils vont partager un vécu. Donc parler entre eux. Ces groupes d'entraide sont animés par des bénévoles qui ont eux-mêmes un proche atteint, qui ont cheminé dans cette relation. On a des groupes d'entraide sur le trouble de personnalité ou les maladies mentales, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes puis le même vécu quand on vit avec un proche qui est atteint d'un trouble de personnalité ou quand on vit avec un proche qui a des troubles psychotiques. Donc, on a scindé en deux groupes, les troubles de personnalité et les maladies mentales, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Dans ces groupes d'entraide, Chantal peut acquérir donc de nouveaux petits trucs qu'elle peut partager avec d'autres personnes. Elle peut également nommer ce qu'elle utilise et qui peut avoir déjà fonctionné pour un échange avec des personnes qui ont des situations similaires. Je continue avec Chantal. Elle pourrait également s'inscrire à un groupe d'éducation et d'entraide. Éducation et entraide, ça veut dire qu'on a couplé les capsules d'information avec les groupes d'entraide. Donc, ce sont des rencontres, un cheminement de 5 rencontres qui vont donner et de l'information et laisser une place aux échanges. Le plus souvent, ces groupes d'entraide et d'éducation concernent le trouble de personnalité limite. On peut en faire au besoin sur d'autres troubles de santé mentale. Selon ses besoins, Chantal peut également bénéficier d'une ou plusieurs rencontres avec une intervenante de la boussole ou un intervenant de la boussole. Ce sont des rencontres individuelles qui peuvent permettre à Chantal de ventiler ses émotions par rapport à la situation vécue. Elle peut y recevoir encore une fois de l'information, peut-être plus spécifique par rapport à la situation qui la concerne. Elle peut apprendre les attitudes à privilégier, comme par exemple responsabiliser la personne qui a des troubles de santé mentale, comment poser des limites, comment communiquer. Donc, on va parler souvent de communication au jeu, comment je me sens par rapport à ce que je vois et ce que je comprends. L'importance de prendre soin de soi, qui est fondamentale, mais on en reparlera. Chantal pourra également être guidée par rapport aux relations avec l'équipe soignante de son conjoint. Comment communiquer avec une équipe de soins à l'hôpital, comment communiquer avec les intervenants qui sont au dossier, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre, pourquoi, et quelle est l'attitude à privilégier pour avoir un meilleur climat de communication possible avec ces spécialistes. Ça peut être également par rapport à d'autres personnes, d'autres ressources du communautaire.
Chantal peut nous contacter donc par téléphone pour parler à l'intervenant de garde dans la journée. Elle peut également nous appeler, mettons, à 23 heures ou à 7 heures le matin. Alors, c'est sûr que notre organisme sera fermé, mais nous avons des bénévoles qui se relaient pour répondre à un soutien téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si Chantal a un besoin urgent de parler en soirée ou en matinée, en dehors des heures d'ouverture de la boussole, ou un samedi ou un dimanche, elle peut appeler au même numéro que la boussole. Elle va être redirigée vers une ligne d'écoute. Et ça va être donc des bénévoles qui vont pouvoir lui répondre. Étant donné que les ressources financières de Chantal et de son conjoint sont limitées, Chantal a la possibilité de faire une demande de répit dépannage. Ce service va pouvoir lui permettre de trouver un moment de répit ou de ressourcement par rapport à la situation difficile qu'elle vit depuis plusieurs années. Elle peut choisir de faire une demande de soutien financier. Donc, quand on parle de répit dépannage, c'est d'abord un soutien financier qui est offert aux proches de personnes qui ont des troubles de santé mentale. Le but étant de prévenir un épuisement physique et psychologique et de permettre un répit. De quelle façon ça peut se manifester? Ça peut être, par exemple, un court séjour à l'extérieur. Ça peut être d'envisager du gardiennage pour les enfants. Ça peut être prévoir un atelier de croissance personnelle. Ça peut être réaliser des activités plus ponctuelles ou un dépannage aux besoins, dans la mesure où il n'y a pas d'autres organismes qui offrent ces services-là, auquel cas nous allons les rediriger. Donc, je continue avec Chantal. Je disais au début donc, de l'atelier que Chantal est mère de famille. Elle a 2 enfants qui ont 8 et 15 ans et qui subissent au quotidien les impacts des comportements de leur père qui a donc un trouble de santé mentale, à savoir le trouble bipolaire. Il existe à la boussole un service qui s'adresse aux jeunes. C'est le programme Enfance-Jeunesse qui est géré par Julie Bello, qui est travailleuse sociale. Ce programme fonctionne donc par des ateliers qui sont hebdomadaires ou bimensuels, dépendamment de l'âge du jeune. Il y a des activités pour les 7-12 ans, des activités pour les 12-17 ans. Le but de ces ateliers est donc de soutenir les enfants, de les aider à comprendre ce que peut vivre leurs proches, donc un frère, une sœur, une mère, un père, une tante, un oncle. Quelles sont les conduites qui peuvent également privilégier, puis également des activités tout simplement plus ludiques, donc artistiques, des sorties diverses, des parcs d'amusement, du cinéma, d'expositions, pour leur tout simplement permettre de partager un univers d'enfants ou de jeunes. Il y a l'été, un camp d'été qui est offert, il est gratuit, donc pour les 7-12 ans, ouvert 4 jours par semaine sur 7 semaines. Et il pourrait y avoir également pour ces jeunes, donc les 2 enfants de Chantal, un suivi individuel si le besoin se fait sentir. Si je continue avec Chantal, en admettant que Chantal soit responsable, par exemple, d'une maison de chambre, elle et ses collègues peuvent bénéficier d'une formation qu'on appelle l'homme qui parlait aux autos. Cette formation s'adresse à tout professionnel qui désire être outillé sur les conduites à tenir ou à privilégier en présence d'une personne qui a des troubles de santé mentale, donc cette fois en contexte professionnel. Donc on va donner des apports théoriques sur les troubles de santé mentale, puis on va travailler sur les conduites à adopter et à éviter. Si Chantal participe à ces formations, il est certain qu'il y a des concepts qu'elle va pouvoir utiliser également au quotidien. Mais comme nous offrons également ces conduites dans les capsules d'information, ces conseils-là, il est certain que cette formation s'adresse davantage donc au milieu professionnel. Admettons que Chantal vive une situation de crise. Qu'est-ce qu'on appelle une situation de crise? C'est une situation où le proche qui a des troubles de santé mentale peut se désorganiser au point qu'il y a une nécessité d'agir dans l'urgence. Donc, dans l'éventualité que Chantal s'inquiète sur l'état de son conjoint qui se dégrade, admettons depuis quelques jours, elle observe un changement, elle est inquiète, elle commence à craindre pour la vie de son conjoint, pour la sienne ou pour les autres. Donc, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une notion de dangerosité. À ce moment-là, la boussole peut assister Chantal et toute autre personne intéressée dans la démarche pour présenter une requête à la Cour. Une requête à la Cour qui va donc demander au juge de garde une ordonnance d'évaluation psychiatrique pour que son conjoint, compte tenu qu'il y a des motifs de dangerosité,
soit évalué en unité psychiatrique contre son gré. On s'entend que ça sous-entend évidemment un refus de la personne de consulter. Du moment où il est d'accord pour consulter, la requête ne s'applique pas. Donc c'est un service de dernier recours qui vise à soutenir les proches par rapport à des comportements en lien avec un danger. Notre rôle dans cette procédure à la boussole, donc premièrement, on va aider la famille à évaluer la situation. Donc à essayer d'établir quels sont les éléments, selon ceux qui sont nommés par les personnes qui nous appellent comme Chantal, qui pourraient nous faire penser à de la dangerosité. On va faire ensuite le lien avec les services de crise, comme le Centre de crise de Québec, le Centre de prévention du suicide, au besoin avec les policiers quand il y a eu un déplacement, ou avec les médecins. Puis on va essayer d'avoir le plus d'appui possible, donc d'avoir un dossier assez complet. On explique le processus et toutes les options possibles avant, après la requête. Et on va soutenir les gens dans la rédaction donc, de la requête qui est en tant que telle un formulaire juridique de quelques pages qui est à compléter. Entre le moment où les proches nous appellent pour une situation d'urgence et donc faire cette demande au juge que le proche soit évalué en psychiatrie, entre le moment où ils nous contactent, le moment où la requête est rédigée et le moment où ils se rendent au tribunal, le laps de temps est très court. Admettons que Chantal nous appelle le soir, donc vers 15 heures. Elle se rend compte qu'il y a des éléments qui sont très inquiétants, pas assez pour que la police puisse intervenir de façon immédiate sous la loi qu'on appelle la loi P38, mais elle est suffisamment inquiète pour qu'on ne puisse pas laisser la situation se détériorer davantage. Donc elle nous appelle. On lui propose de venir le lendemain matin à 9 heures avec une deuxième personne qui a observé les comportements de son conjoint. Elle se présente le lendemain matin à 9 heures. La rédaction du formulaire prend à peu près 1 heure avec l'évaluation des éléments de dangerosité. Elle peut se présenter au tribunal vers 10h30. Le juge de garde peut donner sa décision à l'immédiat. Fait que dans la matinée, la situation pourrait être prise en charge. Une fois que le juge de garde donne sa décision, il remet une ordonnance, un mandat à la famille qui va aller donner ce mandat aux services de police qui vont donc aller chercher la personne qui est en situation de dangerosité pour qu'il soit amené en hôpital psychiatrique et évalué par un psychiatre. Je reviendrai sur cette situation au besoin plus tard s'il y a des questions. Cette requête vise à ce qu'il y ait une évaluation psychiatrique, donc il va y avoir un psychiatre, voire 2 qui vont évaluer la personne. Ça ne va pas obliger la personne à rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. C'est encore une autre ordonnance qu'on appelle une ordonnance de garde en établissement qui ne peut être demandée que par les médecins. Ça n'obligera pas non plus la personne atteinte à recevoir un traitement. Il s'agit là encore d'une autre procédure juridique qui est demandée par les médecins eux-mêmes. Quand la requête est acceptée, donc, le juge demande à ce que l'hôpital envoie une évaluation, donc un rapport d'évaluation dans les jours qui suivent. Nous, à la boussole, on peut assurer un suivi après l'application de la requête si les proches en ont besoin. Et mettons que la requête soit refusée, ce qui peut arriver si le juge estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. À ce moment-là, nous allons aider Chantal à explorer quelles sont les autres alternatives possibles pour pouvoir obtenir un soutien. Nous n'avons aucun impact sur la décision du juge, ni l'intervention policière, ni les équipes d'intervention médicale de l'hôpital qui va accueillir la personne. Notre objectif, notre mandat est essentiellement de soutenir à la démarche de rédaction du formulaire. Donc, si j'en reviens à nos services, qui va nous consulter à la boussole, qui va nous référer, qui va nous contacter? Donc, il y a le Palais de justice de Québec, puisque nous faisons affaire avec eux pour la requête d'ordonnance en évaluation psychiatrique. Le Centre de crise de Québec, avec qui nous travaillons très fréquemment. Il y a PECH, qui est un organisme communautaire également, qui vient en soutien aux personnes en état de crise et qui offre un hébergement aux besoins. Les CLSC ou C3S, les centres hospitaliers. Nous travaillons aux besoins avec les centres jeunesse ou la DPJ. Nous travaillons également avec le Centre de prévention de suicide du Québec, avec les policiers, avec tout autre organisme qui aurait un besoin ou qui aurait une référence à faire ou à qui nous pourrions nous faire une référence, tout intervenant du milieu communautaire ou institutionnel et évidemment les proches eux-mêmes. Comment nous rejoindre à la boussole?
Alors, nous avons évidemment des heures d'ouverture régulières de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi. Notre numéro de téléphone, je vais vous le donner, je vais le répéter 2 fois. Donc, c'est le 88 523 1502. 88 523 1502. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur aux besoins en laissant vos noms et vos coordonnées, puis nous vous recontacterons pour voir avec vous quels sont vos besoins. Nous nous situons à Limoilou, au 302 3e avenue, donc Ville de Québec, 302 3e avenue. Nous avons un site internet, www.laboussole.ca, et également une page Facebook. Donc en cherchant La Boussole, vous nous trouverez. Nous sommes ouverts de jour essentiellement, mais nous avons quelques activités de soir. En cherchant sur Internet notre site, vous allez trouver les programmations. Nous sommes sur le point de sortir la programmation de l'hiver et du printemps 2015. Notre équipe à la Boussole est formée de 7 intervenants, incluant les intervenants qui travaillent auprès des jeunes, et d'autres employés qui assurent donc la comptabilité ou des services plus au niveau conseil juridique. Et nous avons une directrice, une coordinatrice clinique. Je vais en venir à quelque chose de plus théorique, donc à savoir la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la maladie mentale? Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la santé mentale? La santé mentale, c'est une notion qui est très large, au même titre que la santé physique. On a tous une santé mentale, comme on a tous une santé physique. Elle englobe tous les stresseurs de vie qu'on peut rencontrer, tous les événements positifs ou négatifs qui pourraient avoir un impact sur notre vie. Il s'agit essentiellement d'un équilibre, de notre capacité à nous épanouir en tant que personne par rapport à ce qu'on est dans notre milieu de vie. Être en santé mentale ne signifie pas ne pas avoir de maladie mentale. On peut effectivement avoir une maladie mentale et une très bonne santé mentale. Je prends un exemple, j'ai une maladie mentale comme la dépression, mais je prends ma médication. Je vais régulièrement voir le spécialiste qui me suit et me soutient. Je mets en œuvre les outils qu'on m'a donnés pour mieux vivre au quotidien. Je parviens à retrouver un équilibre, je me rétablis. Je suis donc bien en santé mentale, je parviens à nouveau à fonctionner. J'ai parlé de la dépression, la même chose est valable avec un trouble bipolaire ou une schizophrénie, qui est donc un trouble psychotique. On a tous, à un moment donné, dans notre vie, des problèmes de santé mentale, comme on peut tous avoir des problèmes de santé physique. Alors, qu'est-ce qui va, à un moment donné, influencer ma santé mentale? Qu'est-ce qui pourrait débalancer cet équilibre de vie? Alors, il est certain que si j'ai une maladie mentale, il y a des chances que ma santé mentale soit déséquilibrée à un moment donné. Le temps que je m'adapte, le temps que je me rétablisse avec le soutien aux besoins. Si j'apprends que j'ai une maladie physique comme un diabète, par exemple, là encore, ça va me prendre un rétablissement, ça va me prendre une réadaptation. Et le temps de ma réadaptation, ça se peut qu'il y ait un impact sur ma santé mentale également. Au niveau de mes ressources personnelles et de mes habitudes de vie, si j'ai l'habitude de très peu dormir, de dormir le jour et pas la nuit, de fumer beaucoup, de consommer beaucoup, il y a des chances qu'il y ait des impacts également sur ma santé mentale, à court terme ou à long terme. Quand j'ai des conditions économiques difficiles, des difficultés financières, une perte d'emploi, la difficulté à avoir des ressources alimentaires nécessaires aux besoins de ma famille, ce sont également des facteurs de stress qui peuvent débalancer mon équilibre, ma santé mentale. Si je suis victime de préjugés de la part de l'entourage, du jugement des autres pour une différence physique par exemple, ou pour une différence dans mon attitude, dans ma façon de parler, ce sont également ce qu'on appelle donc des impacts au niveau de mes valeurs sociales et culturelles. Ça peut avoir un impact également sur ma santé mentale. Au niveau de mon environnement physique, si je vis dans un demi-sous-sol qui est mal éclairé, ou plutôt que dans un condo qui lui est bien éclairé, qui est sain et qui est chaud, là encore, ça peut avoir un impact sur ma santé mentale. Là, on va parler également d'environnement politique. Qu'est-ce que j'appelle mon environnement politique? Il ne s'agit pas du tout de gouvernement, encore que vivre dans une monarchie et vivre dans une démocratie, ça peut avoir une
différence au niveau de ma façon de vivre. Mais ce dont je veux parler, c'est surtout l'accès aux ressources. Je reviens à l'environnement politique. Il s'agit par exemple tout simplement de pouvoir avoir accès à une garderie pour mes enfants. Si j'ai accès à une garderie pour mes enfants, mon quotidien va être facilité. Si je n'ai pas accès à une garderie au CLSC, à l'hôpital, à des ressources d'emploi, ça peut être plus difficile au niveau de mon mode de vie. Si je vis des problèmes psychosociaux, qu'est-ce que j'appelle les problèmes psychosociaux? Il s'agit par exemple de vivre un conflit avec ma belle famille, de vivre une situation de violence de la part de mon conjoint ou de ma conjointe, d'avoir des problèmes judiciaires, de vivre une rupture amoureuse, une séparation, vivre un deuil. Tout ça peut avoir donc des impacts importants sur ma santé mentale. Puis, très important, est-ce que j'ai un réseau de soutien? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai des loisirs? Est-ce que j'ai un voisinage qui est soutenant? Est-ce que ma famille est proche ou éloignée? Donc, tout ça peut avoir un impact sur ma santé mentale. La santé mentale peut être débalancée rarement par un élément, mais par souvent une accumulation. Donc, c'est une accumulation de plusieurs problèmes de santé mentale qui pourraient, à un moment donné, débalancer au point d'en venir à déclencher une maladie mentale. Des exemples de maladies mentales, donc ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles de l'humeur, comme la dépression, ou troubles de personnalité. Quand on parle de santé mentale, on parle essentiellement donc de 3 dimensions, des troubles mentaux dont je viens de parler. Il peut s'agir d'une détresse psychologique qui peut être passagère ou à plus long terme. Et on parle également de santé mentale pour une santé mentale positive, donc une bonne santé mentale, un bon équilibre de vie. Donc une estime de soi, une bonne capacité d'adaptation, une maîtrise de mon quotidien, etc. C'est ce qu'on appelle donc des conditions pour une vie réussie, à défaut de parler de bonheur, qui est une notion qui est un peu plus aléatoire. Donc si j'ai une accumulation de plusieurs facteurs de santé mentale, j'ai un risque de développer une maladie mentale. Une maladie mentale, c'est d'abord et avant tout un dérèglement chimique. On n'a pas de contrôle là-dessus. Quand on parle de dérèglement chimique, alors il s'agit bien sûr d'une hypothèse scientifique, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, c'est encore en recherche. Mais on a constaté par observation qu'on a donc des produits chimiques dans notre cerveau qu'on appelle des neurotransmetteurs qui nous permettent de réguler nos émotions, nos perceptions. Et on a constaté que dans le cas des maladies mentales, ces neurotransmetteurs, donc ces produits chimiques, agissent de façon dysfonctionnelle. Donc ça nous provoque donc une modification au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions et de nos comportements. Donc quand on parle par exemple de dépression, on va donner comme indication principale des antidépresseurs. Ces antidépresseurs agissent sur la sérotonine, qui est un des neurotransmetteurs qui est connu donc dans le cerveau. On peut parler également de dopamine, de noradrénaline ou d'autres neurotransmetteurs, chacun agissant sur un système émotionnel du cerveau et évidemment a d'autres impacts. Moi, je parle des émotions parce qu'on parle de santé mentale, mais les neurotransmetteurs agissent également sur d'autres éléments. Donc, maladie mentale, c'est d'abord et avant tout un débalancement chimique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer une maladie mentale plutôt qu'une autre? Alors, d'abord, c'est sûr qu'on parle d'une certaine hérédité. Quand on parle d'hérédité, on ne parle pas du gène de la schizophrénie ou du gène des troubles bipolaires, mais on parle d'un terrain vulnérable. Si je parle d'un terrain vulnérable, je vais donner un exemple, une image que j'aime bien donner en formation, à savoir que j'ai reçu en héritage de mon grand-père un terrain agricole. Donc, je parlais purement terre à terre, là. Donc, ce terrain agricole, il y a des chances qu'il soit fertile, donc que les plantes poussent facilement. Il y a des chances également qu'il soit plus riche en pierres et donc moins fertile et que les plantes poussent difficilement. Mais on sait très bien qu'avec un terrain fertile sur lequel les plantes poussent facilement, il pourrait ne rien pousser. On sait également que sur un terrain rocailleux sur lequel on n'attend rien, il pourrait que quelque chose se développe. Mais c'est un peu le même principe en fait dans notre hérédité. On va transmettre une vulnérabilité, donc une certaine sensibilité à un risque qui n'est pas une hérédité de maladie mentale, mais vraiment un facteur de risque en tant que tel.
Ce facteur de risque, on ne peut pas en avoir connaissance tant qu'on ne constate pas. Par contre, on sait que dans des familles où il y a plusieurs cas de schizophrénie, plusieurs cas de troubles bipolaires ou plusieurs types de maladies mentales, il y a plus de chances effectivement que les générations qui suivent développent ces troubles-là. Il y a également un déséquilibre chimique qui peut être dû par un abus de substances. Ça peut être également des événements déclencheurs, donc comme un traumatisme. Je prends l'exemple de notre homme qui parlait aux autos, qui est le titre de notre formation. L'homme qui parlait aux autos, ça vient d'une personne qu'on connaît à Québec, qui existe réellement, qui était un enseignant, qui a perdu sa femme et ses enfants suite à un accident de voiture et qui a développé donc par la suite des troubles psychotiques. Il est devenu itinérant. Donc c'est un exemple de maladie mentale qui s'est déclenchée suite à un traumatisme. Donc ça peut être un élément déclencheur. Donc je vais faire rapidement un survol des maladies mentales dont on parle à la boussole. Je viens de parler donc de troubles psychotiques avec notre homme qui parlait aux autos. Le trouble psychotique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des troubles qui sont en lien avec des psychoses. Une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. C'est temporaire. On peut avoir un état psychotique qui perdure, mais la psychose en tant que telle, c'est temporaire. On peut vivre une psychose dans notre vie sans pour autant développer une maladie mentale. Ça va être à ce moment-là un bref état de perte de contact avec la réalité. Qu'est-ce qu'on entend par perte de contact avec la réalité? Alors, une des choses dont on entend souvent parler, ce sont les hallucinations. Une hallucination, c'est donc une création du cerveau de sensations qui ne sont pas réelles, mais qui sont perçues comme réelles. Donc, au niveau de la vision, on peut voir des images qui n'existent pas, aussi réelles que si elles étaient devant nous. Il peut s'agir également de saveurs, d'odeurs. Il peut s'agir de sensations physiques comme la terre qui tremble, comme l'impression que des insectes nous rampent sur le corps. Donc, toutes les sensations corporelles peuvent être sujets à des hallucinations. Il peut y avoir également des délires. Donc, de quoi on parle quand on parle de délire? On parle de croyances qui peuvent être envahissantes et qui nuisent au fonctionnement de la personne. Donc, par exemple, croire que on est poursuivi par une mafia au point qu'elle a mis des caméras pour nous espionner dans notre ordinateur, sous notre voiture, etc. Donc ça, ce sont des délires. Il y a également une désorganisation de la pensée, des émotions et des comportements. Je ne rentrerai pas en détail. Si vous avez besoin de plus de questions, vous pourrez appeler à la boussole. Ça amène une difficulté à se concentrer parce que les perceptions, les émotions de la personne sont tournées vers ses croyances et ses visions ou ses ressentis. Ça amène également souvent une perte d'énergie et d'intérêt, fait que la personne va en venir petit à petit donc à se négliger, à moins manger. On peut constater également une perte au niveau du sommeil et on va constater également des émotions qui deviennent inappropriées ou qui vont manquer, qui vont devenir quasiment inexistantes. Donc on va parler de manque d'expression des émotions. Ça ne veut pas dire que la personne ne les ressent pas, mais simplement que l'expression va être plus difficile. Donc la personne est quand même coupée de la réalité de façon partielle ou totale. C'est ce qu'on appelle une psychose. Ça dure de quelques jours à quelques semaines. Il peut y avoir, comme avec la schizophrénie ou d'autres maladies, un état psychotique qui perdure, donc qui reste même après la crise, donc psychotique. Donc par exemple, la personne peut continuer à entendre des voix. Ça n'en fait pas de la personne quelqu'un de dangereux. On peut être schizophrène et n'avoir jamais de problème de violence. La dangerosité et la maladie mentale sont deux choses différentes. Le plus souvent, le danger pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale comme la schizophrénie est pour eux-mêmes. C'est plus rare que ce soit tourné vers les autres. Ils sont plus souvent donc en danger eux-mêmes par rapport à eux-mêmes ou victimes des autres. Je parle de la dépression, qui est un des symptômes, une des maladies dont on entend souvent parler. Donc, quels sont les symptômes d'une dépression? On peut retrouver parmi les symptômes, donc, évidemment, des émotions négatives, une tristesse envahissante et durable. Donc, différence entre déprime et dépression. Une déprime, ça dure rarement plus de 2 semaines. Une dépression s'installe dans le temps. Il peut y avoir des idées suicidaires, mais on peut également avoir une dépression sans idées suicidaires. Ça amène des troubles du sommeil. Soit la personne va trop dormir, soit elle va peu dormir. Des troubles au niveau de l'appétit, là encore, en excès ou à défaut.
On va constater un ralentissement, une fatigue intense, la fatigue étant souvent un des premiers symptômes de la dépression, une fatigue qui est intense et durable. On va constater une perte d'intérêt et de plaisir. Tout ça se faire assez graduellement, ça peut ne pas se voir. On va constater que la personne va avoir tendance à s'isoler, des difficultés à se concentrer également, une indécision constante qui peut être associée à des troubles anxieux également, souvent les deux vont ensemble. Il peut y avoir également une certaine irritabilité qui peut être associée à la dépression. J'ai nommé beaucoup de symptômes différents. On n'a pas besoin d'avoir tous les symptômes pour avoir un diagnostic de dépression. Les médecins font un tri par rapport à tous ces symptômes-là. Et quelques symptômes, quelques-uns. On parle de 9 symptômes pour diagnostiquer une dépression. Le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est un dérèglement de l'humeur. Comme la dépression, ça se traduit par une oscillation entre deux pôles d'humeur, donc entre des phases de dépression et des phases d'excitation qu'on va appeler la manie, qui sont plus ou moins intenses et importantes dépendamment des personnes et qui peuvent durer également dans le temps. Il y a plusieurs types de cycles de dépression et de manie et il y a des épisodes entre les cycles de dépression et de manie de stabilité. Donc la personne n'est pas tout le temps soit en dépression ou en manie, elle peut également être entre les deux. Comment se manifeste donc la manie? On a déjà parlé de la dépression. Les symptômes d'un état dépressif avec un trouble bipolaire ressemblent à ceux d'un diagnostic de dépression. Donc les symptômes, là je vais parler de ceux de la manie, donc de cette période d'excitation qu'on appelle le high souvent. Donc il s'agit d'un état de surexcitation générale qui se traduit par une agitation verbale et motrice. Il y a un trop-plein d'idées qui est associé à cette agitation. Il peut y avoir, on constate souvent une réduction du besoin de sommeil, un besoin de performer, autant au niveau social que scolaire ou professionnel. Beaucoup d'impulsivité, un manque d'autocritique et de jugement, une estime de soi qui paraît augmentée, on parle aussi d'omnipotence et des comportements qui sont excessifs. Conduite excessive au niveau de la vitesse, ça peut être des dépenses excessives en peu de temps, au point de se mettre en difficulté financière, ce qui n'est pas dans l'habitude de la personne. Souvent, on va regarder qu'est-ce qui change dans l'état de la personne, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'était pas là avant. Donc ça, c'est le trouble bipolaire. Je vais parler des troubles anxieux. Donc, l'anxiété en tant que telle, c'est quelque chose qui est normal, on en vit tous. C'est un système d'alarme que notre corps nous annonce pour nous dire qu'il faudrait être attention, il y a peut-être un danger qui nous menace. Le danger peut être réel ou perçu, il n'est pas forcément réel. Donc c'est un malaise qui est d'abord physique. La première chose qu'on va ressentir, c'est physique. Ensuite, il y a une forme d'indécision, des inquiétudes et des peurs qui peuvent être constantes, des perceptions qui sont négatives de la réalité, qui sont dues à des soucis et des inquiétudes, donc c'est les conséquences. Il peut y avoir des pensées obsessives, donc on va parler des fixations, ou d'obsessions. Il peut y avoir des rituels associés à ces obsessions. On peut parler à ce moment-là de compulsion. La personne peut avoir besoin de se faire rassurer régulièrement et souvent. Et le comportement qu'on va retrouver beaucoup avec l'anxiété, c'est l'évitement. L'autre dont j'ai parlé sont des symptômes d'anxiété. Comme je disais, on peut tous en vivre. À quel moment on va parler de troubles anxieux? C'est quand ces symptômes-là deviennent tellement envahissants que ça devient excessif et souffrant et que la personne ne parvient plus à fonctionner sans soutien. Donc à ce moment-là, on va diagnostiquer un trouble anxieux. Je vais parler du trouble de personnalité. Alors les troubles de personnalité, la différence entre ces pathologies et les maladies dont je viens de parler, c'est que ça n'est pas d'abord un développement chimique, même si ça peut en provoquer un. Il s'agit de mécanismes de défense, donc de perturbation de la personnalité qui empêche la personne de fonctionner adéquatement et qui est souffrant. Il existe plusieurs types de troubles de personnalité. Un des plus dérangeants pour l'entourage, et ce dont je vais parler de façon plus approfondie ce soir, c'est le trouble de personnalité limite. Donc, un trouble de personnalité, c'est un état d'être, de percevoir, de ressentir, d'agir, qui amène un dysfonctionnement et une souffrance. Avec le trouble de personnalité limite, qu'on appelle aussi TDL ou borderline, on va constater une instabilité, des excès dans les relations, une certaine impulsivité. L'humeur qui va varier énormément, des fois même d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre.
S'il y a une émotion qu'on peut vraiment coller aux troubles de personnalité limite, c'est la colère. Et on peut constater des périodes d'automutilation, on peut entendre des menaces, des tentatives de suicide. Il y a une perturbation majeure de l'identité, donc des personnes qui peuvent être, entre autres, mettre plus de temps à trouver, à définir leur orientation sexuelle. Les personnes qui ont un trouble de personnalité limite nomment souvent un sentiment de vide intérieur qui amène une intolérance à la solitude. Et c'est rattaché très souvent à une peur pathologique, une peur très importante de l'abandon. Alors, par rapport à tous les troubles de santé mentale que je viens de nommer de façon très brève, quelles sont les conduites que je peux adopter? Qu'est-ce qui vaut mieux que j'évite de façon à trouver un équilibre avec mon proche? Alors, premièrement, c'est sûr que quand je constate que mon proche se désorganise, ça va d'abord de garder un ton neutre et un certain calme. C'est sûr que c'est pas facile quand on vit au quotidien, c'est plus facile de la bouche d'un intervenant de le nommer. Des petites astuces pour pouvoir retrouver ce calme. On constate une désorganisation, on prend l'air, on respire, on y revient, on essaye de se dire que ça peut être pathologique et puis on essaye autant que possible de parler d'un temps neutre. On ne se culpabilise pas si on n'y est pas parvenu. On a des émotions, on est un être humain. L'épuisement embarque souvent quand on vit au quotidien avec une personne qui a des troubles de santé mentale. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, il ne s'agit pas de vous culpabiliser sur les conduites que vous avez déjà pu adopter, mais peut-être d'y penser, de vous dire, OK, j'ai entendu qu'en étant calme, ça va être plus facile, je vais essayer. On essaye de maintenir une distance. Alors, maintenir une distance, elle peut être autant psychologique que physique. Donc, si je vois que la personne se désorganise au point qu'il peut y avoir une certaine agressivité, qu'elle se montre envahissante, je vais essayer de poser mes limites. Donc, poser mes limites, ça peut être, par exemple, ne pas accepter que la personne m'appelle 10 fois par jour ou m'appelle à 2 heures du matin, parce qu'à ce moment-là, elle a ce besoin-là. Ça peut être également nommer que là, je me sens pas très bien, que j'ai peut-être besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Ça peut être également nommer de baisser le ton de la voix quand la personne vous parle, parce que vous vous sentez agressé par le ton de voix. Donc, on va nommer les comportements qu'on observe en utilisant le jeu. Je constate que tu as perdu beaucoup de poids ces derniers temps. Comment tu te sens? On va aller chercher après l'émotion. Je constate que tu es plus fatigué que la semaine dernière. Comment tu dors? Donc, toujours de ramener vers la personne. On essaye d'avoir des conversations brèves. On parle d'un sujet à la fois. On va essayer de prioriser ce dont on veut parler. Et on évite de prendre des grandes décisions dans les situations de crise. On fait la différence entre qu'est-ce qui est inacceptable et qu'est-ce qui est dérangeant. Ça n'est pas parce qu'on a un trouble de santé mentale, comme un trouble de personnalité limite, qu'on a le droit d'avoir des comportements inacceptables. On responsabilise la personne. On essaye de rester attentif aux changements qu'on va constater chez la personne. La dégradation de l'état peut être un indice important. Donc, qu'est-ce qui est différent maintenant d'il y a 3 semaines? Qu'est-ce qui m'inquiète maintenant puis qui ne m'inquiétait pas il y a 3 semaines? Qu'est-ce qui a changé chez cette personne-là? Puis le changement va être un indice de l'état de santé mentale de la personne. On a des doutes, on n'a pas vu la personne depuis longtemps ou on n'est pas sûr de nos observations. On peut questionner également l'entourage. Je vais me questionner par rapport à qui je suis, moi, par rapport à la personne. Est-ce que je suis le parent? Est-ce que je suis le conjoint? Est-ce que je suis un ami, un intervenant? Quelles sont mes limites par rapport à mon rôle? Si je suis l'enfant d'une personne qui a des troubles de santé mentale, on peut constater des fois donc des inversions de rôle. L'enfant va prendre en charge des rôles parentaux qui ne lui sont pas attribuables. Il va les prendre de fait parce qu'il va se sentir le besoin de le faire pour son proche, son parent. Ça va être donc de peut-être prendre conscience de cette inversion des rôles pour rétablir un équilibre. Je prends l'exemple d'un enfant par rapport à un parent. Quand je parle d'enfant, je peux parler d'un enfant de 25 ans et d'un parent de 50 ans. Donc, retrouver donc dans le fond un rôle dans la famille qui est souvent débalancé par les troubles de santé mentale. Demander à la personne ce qu'on peut faire pour l'aider. La meilleure personne qui sait ce dont elle a besoin, c'est la personne elle-même. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord lui demander ce qu'elle veut. C'est sûr que quand on voit quelqu'un qui est apathique chez soi puis qui ne bouge pas, on aimerait ça des fois lui dire de se secouer, d'aller prendre l'air, de bouger.
Si elle ne peut pas, ça se peut que ce soit tout simplement parce que sa condition ne le lui permet pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le tolérer, on va nommer que ça nous inquiète, on va encourager, mais on ne peut pas le forcer. Je ne vais pas pour autant lui laver toute sa vaisselle et faire le ménage chez elle plusieurs fois par jour si elle ne me le demande pas. Donc là, on va dans quelque chose qui est un petit peu infantilisant. Donc ce sont des attitudes peut-être à éviter, dont on peut se préserver, puis qui prennent beaucoup d'énergie et qui peuvent amener à l'épuisement. On demande à la personne ce qu'on peut faire pour l'aider, puis on admet des fois que ça n'est pas possible, qu'on a nos limites à nous, puis qu'on est impuissant par rapport à ce qui se passe. À ce moment-là, on peut l'encourager à recevoir de l'aide. Qu'est-ce qu'on évite de faire? On évite d'abord d'être autoritaire. Alors, être ferme et autoritaire sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on nomme par attitude autoritaire? C'est donner des ordres. Donc, donner des ordres, quand on est face à une personne qui se désorganise, ça peut être assez explosif. Donc, ça peut être à éviter. On évite aussi d'être indifférent, on prend au sérieux les inquiétudes de la personne. Comme je disais tout à l'heure, elle est la seule à savoir exactement comment elle se sent. Et on ne ment pas sur une émotion. Donc, l'émotion est authentique. Si cela est possible, on évite d'intervenir en public. Autant que possible, on évite d'intervenir devant les autres parce que ça va altérer l'estime de soi et ça peut amener une plus grande désorganisation. On évite d'ignorer la personne ou son comportement, on nomme ce qui nous inquiète, c'est fondamental. Il se peut que la personne ne se rende pas compte. Les propos suicidaires, on les prend toujours au sérieux. Soit on est réellement face à une situation suicidaire et on met en place un protocole d'action, on appelle à l'aide, centre de crise, centre de prévention du suicide ou 911. Soit il s'agit effectivement, ce qui est possible aussi, d'un mécanisme de défense ou d'une manipulation. À ce moment-là, le fait de mettre en œuvre les secours, ça va être un arrêt d'agir pour la personne. Donc dans tous les cas, on prend les propos suicidaires au sérieux et on vérifie quel est le plan suicidaire. On pose ouvertement à la personne la question: as-tu des idées suicidaires? Penses-tu à mettre fin à tes jours? On essaye d'éviter de s'impatienter, de critiquer, de blâmer pour la personne pour les comportements adoptés. On essaye de se dire qu'elle n'a pas forcément de contrôle dessus. On les nomme, mais on essaye d'éviter de critiquer ou de s'impatienter. On ne tolère pas l'agressivité ou l'hostilité. Troubles de santé mentale ou pas, l'agressivité et l'hostilité ne sont pas tolérables. On essaye d'éviter des solutions toutes faites ou des conseils non sollicités. Et surtout, on essaye de ne pas se surinvestir parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si nos réserves d'énergie sont épuisées. Donc, il faut prendre soin de soi, c'est fondamental. Je vais essayer d'encourager la personne à demander de l'aide. Donc, j'ai des intervenants, des médecins, des ressources de crise, centre de prévention suicide, centre de crise. Vous trouverez toutes les informations sur Internet. Si vous avez besoin d'une ressource, il y a le 211. Appelez-nous à la boussole au besoin, on viendra vous aider. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions. Si jamais d'autres questions vous reviennent, n'hésitez pas à nous appeler à la boussole, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Et je vous remercie pour votre attention. C'était pour se retrouver face à la maladie mentale, animé par Madame Amandine Sierra. Pour participer aux ateliers téléphoniques ou aux conférences thématiques de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, ou pour écouter d'autres ateliers en balado-diffusion, nous vous invitons à consulter notre site web au www.apacn.org. À un prochain rendez-vous!